Je remercie les organisateurs de me donner la parole aujourd'hui pour vous parler donc de l'application en clinique de l'IMAX, donc qui est un nouvel outil d'évaluation en routine de l'excitabilité nerveuse périphérique. Donc, différentes techniques électrophysiologiques existent depuis de nombreuses années, mais restent très peu utilisées en pratique quotidienne, étant donné que ces tests prennent du temps, nécessitent l'utilisation de matériel spécifique et restent aussi assez difficiles d'interprétation. L'IMAX, lui, a l'avantage d'être une méthode simple d'évaluation de l'excitabilité nerveuse périphérique sans nécessiter l'utilisation de logiciels ou de matériel spécifique. C'est un test qui est rapide, confortable, non invasif et mesurable en tout point de stimulation et surtout les troncs nerveux testables en ENMG. De plus, il n'y a pas de traitement de données après la phase d'acquisition. Je vous décris maintenant rapidement la procédure d'obtention de ces paramètres d'excitabilité. Donc, au préalable, la peau est préparée à l'aide d'une pâte abrasive et conductrice pour obtenir une impédance inférieure à 20 kΩ sous l'anode, la cathode et l'électrode de terre. La température cutanée doit être supérieure à 30 degrés Celsius, la bande passante comprise entre 3 Hz et 5 kHz. Et les paramètres d'affichage sont affichés ici en fonction des paramètres d'excitabilité qui seront recherchés, qui sont le seuil ou l'IMAX que je vais développer par après. Et donc ce sont des chocs de courant constants d'une milliseconde de durée qui sont appliqués et les PAGM sont enregistrés à l'aide d'électrodes de surface. Comme j'ai dit tout à l'heure, le premier paramètre d'excitabilité qui sera mesuré, c'est le seuil d'excitabilité. Afin de l'obtenir, donc l'intensité du stimulus sera augmentée de façon progressive jusqu'à l'obtention de PAGM de 100 microvolts. Ceci permet d'obtenir donc le seuil d'excitabilité qui correspond à l'intensité nécessaire pour évoquer une réponse motrice de 100 microvolts. Et le second paramètre d'excitabilité, c'est le fameux IMAX, dont l'obtention repose sur une procédure en 3 étapes. Donc, premièrement, l'intensité du stimulus sera majorée progressivement par incrément d'1 mA jusqu'à l'obtention du PAGM maximal. Afin de s'assurer qu'on a bien atteint le PAGM maximal, un stimulus d'une intensité de 50% supplémentaire est appliqué afin de s'assurer justement que ce PAGM ne se majore plus en amplitude. Ensuite, deuxièmement, l'intensité du stimulus est diminuée progressivement par décrément de 0,1 mA jusqu'à l'obtention d'une réduction d'amplitude du PAGM. Et troisièmement, à nouveau, l'intensité du stimulus est majorée par un ou plusieurs incréments de 0,1 mA jusqu'à l'obtention à nouveau du PAGM maximal obtenu lors de l'étape 1. Ceci permet donc d'obtenir la valeur de l'IMAX qui correspond donc à l'intensité juste suffisante pour obtenir la réponse motrice d'amplitude maximale. J'invite les personnes intéressées à venir visiter notre poster où nous avons affiché les valeurs normatives de notre laboratoire pour le seuil et l'IMAX sur différents nerfs et en différents sites de stimulation. Simplement pour avoir un ordre d'idée, vous voyez ici que nous avons mesuré la limite supérieure de la normale de l'IMAX pour le nerf médian au poignet à 6,2 mA. Ça servira pour les exemples ultérieurs. Donc voilà un petit exemple de cas clinique. Ici, c'est une neurographie motrice du nerf médian au poignet chez un patient à jour plus 8 de l'apparition d'une tétraparésie flasque sur syndrome de Guillain-Barré classique. Vous pouvez voir ici donc que la latence distale motrice est bien entendu très majorée, 14,5 millisecondes. Et par ailleurs, la valeur de l'IMAX ici était évaluée à 60,3 mA, donc ce qui est très augmenté par rapport à la limite supérieure de la normale que nous avions calculée à 6,2 mA. Ce qu'on a remarqué aussi, mais ça reste à confirmer bien sûr par d'autres observations, c'est que l'augmentation du paramètre IMAX est particulièrement précoce. Elle a l'air d'être plus précoce ou plus marquée en tout cas par exemple que le paramètre latence distale motrice, ce qui permet de suggérer éventuellement l'intérêt de ce paramètre dans le diagnostic précoce, la confirmation diagnostique précoce de syndrome de Guillain-Barré classique par exemple. Donc ici, nous avons mesuré les valeurs de seuil et d'IMAX chez des patients qui souffraient d'une atteinte du système nerveux périphérique, que ce soit des neuropathies démyélisantes, héréditaires, acquises, des nodopathies comme la MAN ou des maladies du motoneurone ou des neuropathies axonales. Ah oui, nous avions déjà auparavant, au préalable en 2017, publié des résultats préliminaires où nous avions déjà comparé donc, les valeurs d'IMAX
Chez des patients qui présentaient des neuropathies axonales ou des neuropathies démyélisantes, nous avions déjà remarqué que les valeurs d'IMAX restaient dans les limites de la normale chez les patients qui présentaient une neuropathie axonale, contrairement aux patients CMT1A ici, par exemple, qui avaient des valeurs très augmentées d'IMAX. Et donc ici sont représentés sous forme de tableau les résultats obtenus pour le seuil et l'IMAX concernant le nerf médian stimulé au poignet. Ce qu'on remarque premièrement, c'est que les paramètres d'excitabilité restent dans les limites de la normale chez les patients qui présentent une maladie du motoneurone ou une neuropathie axonale. Par contre, chez les patients qui présentent des neuropathies plutôt démyélisantes, là on remarque que les paramètres d'excitabilité sont nettement augmentés. Des résultats similaires avaient été obtenus concernant le nerf médian stimulé au coude. Et de même pour le nerf fibulaire stimulé au genou, à nouveau, on remarque que chez les patients qui présentent une maladie du motoneurone ou des neuropathies axonales, ces paramètres restent dans la limite de la normale. Par contre, chez les patients atteints de neuropathie démyélisante, alors les paramètres ont tendance à être augmentés, même si des différences apparaissent. Je vais les développer un petit peu plus tard. Donc voilà, comme je disais, certaines différences apparaissaient chez les patients qui présentent des neuropathies démyélisantes chroniques. Donc vous pouvez voir ici représenté sous forme de schéma donc les 5 patients testés qui présentent un CMT1A, donc neuropathie démyélisante héréditaire, sont représentés sous forme de ronds rouges, les sites de stimulation donc où l'IMAX a été mesuré. Et donc si le rond est rouge, c'est que l'IMAX était au-delà de la limite supérieure de la normale. Si le rond est vert, l'IMAX était dans les limites de la normale. Ici, vous pouvez voir que tous les ronds sont rouges. Donc sur tous les sites de stimulation, l'IMAX était majoré et même nettement majoré. Ici un exemple d'échographie ici du nerf médian au niveau du bras, un petit peu au-dessus du coude, où on voyait que le diamètre était très augmenté également. Et par contre, chez les patients qui présentent des PRNC ou MMN, donc des neuropathies démyélisantes acquises, dysimmunitaires, là on voyait que les résultats étaient plus hétérogènes, donc avec en certains sites de stimulation des valeurs d'IMAX qui restaient dans les limites de la normale. Donc les résultats étaient donc plus hétérogènes chez ces patients-là. Donc, si on résume un petit peu les résultats obtenus, on remarque donc que l'IMAX, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, reste dans la limite de la normale chez les patients qui présentent une neuropathie axonale et une neuronopathie motrice. Chez les patients CMT1A, donc neuropathie démyélisante héréditaire, l'IMAX était le plus augmenté et sur tous les sites de stimulation testés. Et par contre, chez les patients avec une neuropathie dysimmunitaire acquise, là-bas les anomalies étaient plus hétérogènes et l'IMAX pouvait rester dans la limite de la normale en certains points de stimulation. Donc je conclurai en disant que l'IMAX est un nouvel outil qui est prometteur et simple pour aider à distinguer des neuropathies avec ou sans hypoexcitabilité nerveuse et éventuellement des neuropathies acquises où les anomalies seront plus hétérogènes, de neuropathies héréditaires où les anomalies seront plus homogènes. Ces résultats sont bien entendu préliminaires et à confirmer sur des cohortes de patients plus larges et par des études multicentriques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous avons le temps pour une question courte. Thierry ? Oui, je voulais savoir à quoi sert le calcul, la mesure du seuil, puisque vous ne l'avez pas analysé. Ici, en fait, le seuil, il avait un certain intérêt. En fait, dans les tests historiques d'excitabilité, on a les courbes intensité-réponse, où on prend en compte de la pente de la courbe, où on remarque que la pente est moins importante chez les patients qui présentent des neuropathies démyélisantes avec une hypoexcitabilité. Ici, justement, je n'ai pas eu le temps de l'exposer ici, mais on remarque justement, on peut tracer finalement une courbe entre 2 points, entre le seuil et l'IMAX, et on remarque justement qu'entre les patients sains, ou les patients qui ont une neuropathie axonale, et les patients qui ont une neuropathie démyélisante, on voit que cette pente est différente. Donc la pente est plus faible chez les patients qui ont une hypoexcitabilité. Donc c'est à ça que ça sert pour l'instant en tout cas. Merci beaucoup. Merci.